nous allons à présent écouter Cécile Cross, qui elle est bordelaise. Elle est maître de conférence habilitée à diriger des recherches en esthétique et en sciences de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne. Et elle dépend du laboratoire de recherche MICA. Et elle est rattachée à l'axe 4, scénographie et design. Donc, figure de l'urbanité dont elle assure la responsabilité des séminaires de 2013 à 2015. Elle est enseignante en théorie et pratique artistique à l'IUT Bordeaux-Montaigne et dans l'UFR Humanité de l'université Bordeaux-Montaigne. Elle a publié Psychanalyse de l'art symboliste pictural, l'art, une érosgraphie, performance et psychanalyse expérimentée et designer nos vies. Et elle travaille aussi sur les livres de jeunesse, particulièrement sur l'album, en collaboration avec Médiaquitaine, la formation des bibliothèques. Elle travaille sur l'image, le manga. Christiane, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Pour parler de ces mauvaises filles dans les albums jeunesse pour enfants, j'avais prévu donc entre 2, 3 et 6, 7 ans. Donc ça pose vraiment une question. C'est les mauvaises filles dans ces albums pour les petits, mais créés par les adultes forcément, donc qui sont présentées comme mauvaises ou bien reçues comme mauvaises ou transmises aux petits lecteurs, notamment par les adultes. Donc ce sont des visions d'adultes avant tout. Alors, quelle conception du terme de mauvais, du bon ou du mauvais, du bien et du mal chez l'enfant, sachant que c'est une question d'apprentissage, cette séparation entre bien et mal, et donc une question d'âge, et sachant que sans doute avant 6-7 ans, eh bien, la pensée est égocentrique, comme dirait Piaget, que l'intelligence est intuitive et qu'il n'y a pas encore de conception de la bien nette entre le bien et le mal, donc c'est vraiment une question d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise fille selon les époques, selon la géographie, les cultures, mais surtout, qu'est-ce qu'une mauvaise fille à travers les représentations, donc telles que représentées, telles que mises en image ou en œuvre. Alors, nous connaissons deux grands temps dans l'histoire de l'art, entre guillemets, où la femme est l'objet privilégié, voire quasi exclusif, voire obsessionnel de l'art. C'est le symbolisme, qui est un grand mouvement international et pluridisciplinaire, et c'est ces moments de la fin des années 60 et des années 70 avec ces mouvements notamment féministes et performatifs. Alors ce sont deux moments clés dans l'histoire de l'art et dans la représentation en général, internationaux, alors qui marquent d'une part le premier, l'aube de la modernité, puisque nous sommes à la fin du 19e siècle avec le symbolisme et une attention nouvelle à l'art en tant que tel. Et puis, je résume en même temps, je vais vite. Et deuxièmement, pour la deuxième grande période, fin d'année 60-70, c'est les débuts de l'art, entre guillemets, contemporain, avec une convergence des différents domaines de l'art et également l'ouverture, finalement, de ce combat qui va nous mener vers, beaucoup plus tard, la question de genre masculin-féminin. Ces deux temps de la femme mauvaise, c'est pas la même femme mauvaise du tout, bien sûr, c'est une question d'époque. La première, c'est-à-dire avec le symbolisme, c'est la femme fascinante, éminemment dangereuse, mais qui peut être soit l'alliée du diable, écervelée, soit aussi liée au sexe, à la violence meurtrière, et qui le dépasse même. Alors, je vous montre quelques images rapidement. Ça, c'est elle de Mossa, vous voyez cette fameuse sphinx qui domine un tas de corps, de cadavres. Vous avez l'idole de la perversité. Alors j'ai choisi bien sûr ces images parce qu'on va peut-être les retrouver quelque part dans nos albums tout à l'heure, par Delville. Vous avez bien sûr ces femmes de Klimt. Ici c'est la Judith I de 1901. Et puisque je voulais mettre l'accent sur la France et l'Italie, puisque c'était un petit peu le thème de la matinée, donc je vous montre quand même un Français, Gustave Moreau, avec Samson et Dalila. Vous voyez cette femme rousse qui domine cet homme qui se laisse aller, qui est abandonné entre ses bras.
Italie, Giovanni Segantini avec L'enfer des voluptueuses, 1891, et Les mauvaises mères, 1894, remarquablement analysé par Karl Abraham dans ses travaux sur Giovanni Segantini, en disant qu'il a puni les mauvaises mères par L'enfer des voluptueuses, donc allant à rebours dans ces années 1894 à 1891. Bien. Et puis, donc cette femme qui est séductrice, qui peut être aussi une femme cosmos, une femme mère. Donc ici, ce qui est extraordinaire dans ce mouvement, c'est que nous avons du symbolisme avec toutes ses spécificités, évidemment, il faudrait prendre par artiste, c'est que nous avons une femme mauvaise, non pas parce que c'est la femme maîtresse séductrice, mais aussi la femme mère qui peut être mauvaise et dangereuse, parce qu'elle recouvre tout, elle peut être ouverte au cosmos entier et dépasser les capacités, disons, de contrôle de l'autre univers, sachant que pour la plupart, ce sont des artistes hommes qui font ces œuvres. Par contre, dans le deuxième mouvement, dont je parle très très rapidement, eh bien, c'est bien parce que ça fait un clin d'œil aux interventions, aux présentations de ce matin, lorsqu'on a parlé, notamment Gilles Méotegui, du cinéma porno. Eh bien, là, vous avez cette légendaire action, chose de Valier-Export, Génital Panique. Est-ce qu'elle l'a vraiment faite? Est-ce qu'elle n'a vraiment, elle n'a pas faite, en fait, cette action dans les cinémas porno où elle se promenait entre les rangs et donc horrifiait tous les spectateurs dans le noir qui se pensaient très, très tranquilles en se présentant armée et le pantalon échancré. On sait peut-être qu'une légende, elle n'a peut-être pas vraiment fait, ça on ne saura pas. Et tant mieux, tant mieux. N'empêche que nous avons ici, dans ces années 60-70, là on est en 1969, une femme rebelle, héroïque, combative avec le féminisme, et qui cherche à renverser ce dualisme hiérarchique de l'homme et de la femme, et mise en avant du sexe politique, avec également une violence active. Donc on n'a pas du tout la même femme mauvaise et rebelle que ce premier grand mouvement que je vais vous évoqué tout à l'heure, donc de Wilding Waiting en 1971, pour prendre une française Orlan, Le baiser de l'artiste, donc femme prostituée mais artiste en 1977, puisque vous mettez 5 francs et qui tombe dans la gouttière ici, qui arrive juste au niveau du sexe pour avoir un baiser de l'artiste, et puis du côté italien l'action sentimentale de Gina Pan avec toutes ces connotations très fortes de la féminité, par les couleurs blanches et rouges, ce blanc taché, etc. Je passe très vite parce que je ne suis pas là pour faire de l'histoire de l'art, mais pour venir vite à nos albums. Donc le problème spécifique de l'album pour enfants, parce que là on est bien dans des visions d'adultes jusqu'à présent, eh bien peut-être que l'enfant, avant 6-7 ans, n'a pas accès au sexe génital, on est à la pré-puberté, peut-être qu'il n'a pas accès à la mort en tant que telle, c'est-à-dire en tant que non-pensée adulte, tel qu'on peut l'entendre avec la philosophie, etc. Mais ça ne veut pas dire que la mort et le sexe sont absents, bien sûr, sont abolis des albums pour les tout-petits, en tout cas pour les petits, pas que pour les tout-petits, pour les petits, comme on le sait, puisqu'ils peuvent être présentés de façon déguisée, métaphorique, comme on le sait par exemple avec Le petit chaperon rouge, où on a vraiment ces images de sexe et de mort en jeu, et dans nombre d'albums que nous connaissons. Mais donc nous avons des précautions à prendre lorsque nous présentons ces albums jeunesse, doublés d'une finalité de l'album qui est une finalité éducative, un rôle éducatif, moral, mais aussi un rôle d'éveil, puisqu'il ne faut pas oublier ces grands changements avec notamment en France les albums du Père Castor, et en Italie, alors je passe très vite, cet accent, cette attention à la créativité de l'enfant, ces nouvelles pédagogies qui veulent partir de l'enfant. Donc là on ne parle pas que de la vision de l'adulte, mais on essaie de faire attention à l'enfant et à sa créativité, même internationale, puisque même au niveau du Père Castor on a cette influence peut-être du constructivisme russe par la participation d'illustratrices comme Nathalie Parrain. Et puis en Italie,
j'ai pris Mounari par exemple, pour rappeler la créativité, bien que là ce soit un petit peu plus tardif. J'avais pris Ilia Marie, mais je vais passer du côté du côté à nouveau de la France du Père Castor. Lorsqu'on a la petite Marlaguette que tout le monde connaît, illustration de Gerda Müller, c'est peut-être une mauvaise fille dans le sens où s'assoit dans la nature, elle grimpe aux arbres, elle fait la nique au loup qui est blessé, elle est très contente, donc très méchante, mais finalement c'est aussi une gentille petite fille qui va soigner le loup, qui va faire preuve finalement de compassion, d'attention et découvrir l'autre. Donc on a ce côté d'éveil de l'enfant, d'enfant qui sait aller un petit peu, qui sait se tâcher, qui sait courir, qui sait faire un petit peu le garçon manqué, qui est moins dans ses principes éducatifs qu'on avait auparavant, mais qui en même temps va présenter un côté très, très gentil. Alors c'est une façon aussi de revisiter peut-être le petit chaperon rouge, cette Marlaguette. Bon, alors peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ces mauvaises filles, du côté de l'enfant, mais aussi vision d'adulte, influencée par des façons de représenter du côté des arts, comme on l'a vu, il faut tenir compte, je crois, de deux grands domaines pour aller très vite, parce qu'on ne peut pas faire de la psychologie, on n'a pas le temps trop, mais de deux grands domaines qui jouent sur l'éveil ou l'évolution psychologique de l'enfant. C'est d'un côté les interdits et d'autre côté les identifications à cet âge-là, entre 2, 3 et 7 ans. Alors, de ces deux côtés-là, j'ai pris juste 2 albums. Les savoir-vivre de Yann Fastier. Savoir-vivre, je vous prends des extraits de l'album. Savoir-vivre, merci qui, merci mon chien, on t'a jamais appris la politesse. Donc avec cette petite fille, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans l'album, c'est beaucoup plus fin. Mais si vous posez édition du Poisson Soluble 2000, si vous posez la question, je vous dirai un petit peu plus pourquoi. Et du côté italien, non, c'est pas celle-là que je voulais montrer. C'était celui-là, voilà, de cette page-là, d'Agrande, par Marinella Barigazzi et Ursula Bucher. Excusez-moi pour l'absence d'accent, Edizioni Lapis 2007. Eh bien, là, quand je serai grande, je pourrais mettre mes doigts dans le nez, comme le fait l'oncle Frédéric. Bon, c'est beaucoup plus fin que ça, évidemment, dans l'album également, mais ça, on est du côté de l'identification. Donc d'un côté on a les interdits, cet interdit est sensible ici aussi, mais de l'autre côté c'est l'accent sur les interdits dans savoir-vivre, et de ce côté c'est l'accent sur l'identification. Oui, moi je voudrais être comme une grande ou comme un grand, et donc s'identifier, il y en a bien d'autres, mais c'est beaucoup plus fin cet album, comme je vous disais. Bien, alors, si vous voulez, je vous dirai plus tard s'il y a des questions ou pas, mais les réductions du corpus, grosses réductions et choix que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, j'ai exclu les domaines qui concernent l'imaginaire, justement, exprès. Voilà, donc je ne vous dis pas les réductions, j'essaie de mettre l'accent plutôt France-Italie. Et les catégories que j'ai faites, pour aller très vite, j'en ai fait plus que 3 par rapport à ce que j'avais annoncé, et 3 qui sont légèrement différentes que ce que j'avais annoncé au départ. Donc la première catégorie que je vous propose, c'est non exhaustif évidemment, parce que j'ai essayé de mettre en catégorie finalement comment penser la mauvaise fille avec des albums actuels par contre. Donc, et plutôt vers France-Italie. Donc, sans opposition culturelle, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que ça ne peut absolument pas être exhaustif. Donc, la première catégorie, je l'ai appelée sorcière et fée et ambivalence. Donc, j'ai mis dans la même catégorie les deux. Alors, sorcière et fée, je les ai appelées comme ça, parce que ça peut être 2 catégories distinctes. C'est-à-dire, comme dans ce conte de Perrault, les fées, que vous avez ici repris, par Philippe Dumas, à l'École des loisirs 2000, eh bien, les fées, vous avez absolument 2 catégories. C'est les vilaines filles, la vilaine fille qui ressemble à sa mère, d'accord, donc elle est forcément moche et méchante, et la jolie avec le petit oiseau et la très belle fille habillée en blanc, très jolie, etc., et qui va, vous connaissez le conte, finalement rencontrant la fée, etc., bref, sortir des beautés, des perles et des roses et des fleurs de sa bouche, alors que l'autre, elle sortira justement des vipères
et des crapauds, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc on a vraiment deux catégories si différentes, contrairement à Viperetta, que vous avez remarquablement présentée, et qui, elle, finalement, est à la fois la vipère, mais donc du côté de la catégorie des mauvaises, mais finalement, elle va finir par trouver une issue sublimatoire, hein, que ne trouvent pas ces mauvaises-là. Pourquoi ? Parce qu'on met tout dans le même lot, c'est-à-dire que cette mauvaise-là ne se rebelle pas aussi contre son éducation, elle ne dit pas des gros mots contre sa propre mère, elle est grossière en soi, comme sa mère est grossière en soi, elles ressemblent toutes à des grosses cochonnes, et donc, peut-être au mille sens du terme, et elle crache donc ceci, et donc il n'y a pas d'issue possible. Donc là, on a deux catégories distinctes paradoxalement, pour Blanche-Neige, puisque ce Blanche-Neige-là, spécifiquement, c'est-à-dire Bianca Neve de Nicola Cinquetti et Octavia Monaco, comme illustratrice, 2007, parce que dans cet album, vous avez là l'influence de Klimt, hein, que vous reconnaissez. Donc cette mauvaise femme, et la séductrice aussi, mais la méchante, la mauvaise, c'est-à-dire la belle-mère, hein, qui est sorcière aussi, eh bien, alors que la gentille Blanche-Neige est là, hein, eh bien, ah mince, zut. Eh bien, elle est... non, ben, ça fait rien, je vais rester sur la petite Blanche-Neige du fond. Eh bien, aucun moment, la Blanche-Neige est montrée en train de croquer la pomme dans les illustrations. Donc, on a d'un côté la mauvaise, qui se déguise en sorcière, mais toujours aussi belle et klimtienne, si je puis me permettre. Et puis, de l'autre côté, on a quand même Bianca Neve, la petite femme toute douce, qui va d'ailleurs ressembler beaucoup à son prince, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Or, dans certains albums, comme vous le savez, comme dans le conte, il y a ambivalence. Il y a ambivalence, c'est-à-dire qu'on a notre Blanche-Neige, comme on a notre petit chaperon rouge par ailleurs, et bien d'autres, qui sont montrés en train de croquer la pomme. Et si on a cette mauvaise, ça c'est Benjamin Lacombe, hein, Blanche-Neige, Benjamin Lacombe. Alors là, on déborde un petit peu l'âge des 6-7 ans, évidemment. Vous allez voir que j'ai des débordements possibles. Mais j'ai pas pu résister. Et cette mauvaise sorcière avec son serpent, avec son aspect de méduse, un peu comme Viperetta dans sa coiffure qui ressemblait un peu à une méduse aussi, eh bien, on retrouve l'ambivalence. C'est une très belle, très délicate, mais un peu coquine Blanche-Neige, hein, puisqu'elle a le rouge de la pomme et des lèvres et des joues, hein, qui commencent donc à se sexualiser, se sensualiser, se sexualiser, le bout des mains, vous voyez, hein, quand elle va saisir la pomme. Voilà, chez Benjamin Lacombe. À qui l'on doit, mais je vais passer, généalogie d'une sorcière, et Ondine aussi, mais pour aller très vite, hein, donc je pourrais le passer plus tard si vous me le demandez, je vais les passer. Dans ma deuxième grande catégorie, donc, où on voyait, hein, bien sûr, d'autres influences symbolistes, etc. Dans la deuxième grande catégorie, là, on change complètement de registre, puisque je l'ai appelée découverte et revanche. C'est-à-dire que là, autant on est dans les nouvelles pédagogies, on a eu l'influence des nouvelles pédagogies avec cet enfant plein d'éveil, donc on ne lui en veut pas de sortir, d'être un peu garçon manqué, entre guillemets, d'aller se tâcher, d'aller se rouler dans la terre et de se travestir en garçon et de revendiquer des côtés un petit peu garçon, mais on ne lui en veut pas, au contraire, parce que ça fait partie de l'éveil. Et là, il n'y a pas de mal, de mauvais esprit là-dedans, comme avec la princesse coquette, de Christine Nussmann-Villemin et Mariana Barcillone. La princesse coquette. Voilà, j'ai pris aussi des extraits à l'intérieur de l'album. La princesse, alors elle a ses rêves de petite fille et d'habillement normé, hein, genré. Hein, la princesse sort du placard sa robe qui ondule, celle avec les fleurettes. Elle est très belle, très rose, des petits cœurs partout, etc. Et puis, sa maman va l'habiller pour aller dehors, alors elle n'est pas contente du tout. Là apparemment, on aurait deux catégories. Hein. On a la catégorie du pratique et on a la catégorie du rêve normé fillette. Mais en fait, ce qui se passe dans l'album, et c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est qu'en fait, cette petite princesse coquette, elle s'amuse beaucoup avec sa cousine. Elle trouve un grand avantage à avoir ses vêtements de garçon puisqu'elle les transforme en ballon. Elle roule son écharpe et son pull, donc elle en fait de son écharpe une balançoire, de son pull un ballon. Donc elle joue finalement au foot, mais d'elle-même. Là, c'est rien imposé par les parents. Et vous voyez, le moment où elle va rentrer, eh bien finalement,
Eliette est pieds nus dans ses bottes d'esquimau, son manteau est tout trempé, son pull est abîmé, son écharpe est restée coincée dans le cerisier, elle n'a plus son bonnet. C'est-à-dire c'est une vraie catastrophe au niveau de sa tenue, mais c'est génial parce qu'elle s'est bien amusée. Elle a découvert les jeux dans la neige, elle a fabriqué des bonhommes de neige avec ses vêtements, etc. Elle en a mis plein son bonnet, etc. Bon, enfin, c'est génial. Donc, ça, c'est l'apprentissage, un apprentissage que l'on rêve et qu'on trouve encore, qui va encore plus loin dans Léontine, de Séverine Vidal. Léontine et Sophie, princesse en salopette. Alors, cette Léontine, voilà, je vous ai porté quelques pages. Déjà, elle se pose en princesse, mais je suis une princesse, je suis quelqu'un, mais en salopette. La vraie princesse, elle est là, à droite, moi je suis à gauche. Et il y a une revendication, on va dire, féministe, entre guillemets. Donc là, on a à la fois le côté de l'éveil pour les enfants, mais à la fois, bien sûr, l'époque, un petit peu l'esprit féministe, hein. Voilà, Léontine, elle va mettre les vêtements de la vraie princesse à la poubelle, mais dans une poubelle royale, hein, parce que quand même, c'est pas n'importe qui. Donc on garde notre entité, notre caractère, de quelqu'un d'important, contrairement à sa sœur qui joue à la princesse. Et là, on retrouve notre princesse coquette Eliette de tout à l'heure, parce qu'ici, on voit que c'est très très mal pratique d'avoir une robe de princesse et d'aller pêcher des crapauds dans la mare. Et quand je serai vieille, moi je veux me marier quand je serai vieille, vers 26 ans, hein, et que j'aurai vu du pays, visiter le monde, sortir du royaume, voir les gens comment les gens vivent ailleurs. Peut-être je rencontrerai mon mari dans un pays lointain, peut-être il ne sera pas prince du tout. Je veux un mari que j'aime et qui m'aime, un mari sympa et rigolo, qui m'aide à faire la vaisselle et à repasser mes salopettes. Donc on a vraiment là un côté féministe, hein, et on voit mon futur amoureux en train de faire la vaisselle, ça c'est génial, mais quand même c'est une fille qui a visité, qui a vu du pays, qui s'est promenée, qui a toujours ça, qui fait des manifs, hein, d'accord, pour revendiquer ses droits, et à la fin, ce qui est absolument génial, c'est, si avec ça je ne rentre pas dans l'histoire, c'est à désespérer des contes de fées. Hein. Donc finalement, ici, on a une revanche contre l'image des princesses, hein, en soi. Et cette revanche, elle ne va pas jusqu'à ce que Gilles Béotegui disait tout à l'heure, c'est-à-dire aller contre, épouser, disons, les normes de l'autre, et qui sont aussi codifiées, aussi extrémisées, en devenant plus masculin que le masculin. Non, finalement, elle reste quelque part une fille, elle reste quelque part une princesse, hein, elle reste à se nommer princesse, une gentille petite fille d'ailleurs, et qui est plus axée, bien sûr, on est pour les albums pour les enfants, hein, aussi, il faut voir ça, mais on est plutôt dans l'éveil de la nature, plutôt de ce côté-là, plutôt que de dire j'écrase les autres filles, bien au contraire, hein. On a d'autres revanches chez nos petites princesses. On a des revanches, je vais passer vite, je vous en montre quelques exemples, des revanches contre les sorcières avec Philomène. Alors Philomène, ici, eh bien, finalement, elle se met d'accord avec le dragon pour aller fabriquer des filtres contre la sorcière et gagner contre la sorcière. Donc elle est plus sorcière que la sorcière, plus maligne que la sorcière. Bien sûr, j'ai pas pu renoncer à vous montrer un petit chaperon rouge de Marjolaine Leray, qui est plus maligne que le loup, hein, puisque tout à l'heure on évoquait le petit chaperon rouge. Eh bien ça, ce petit chaperon rouge est plus malin que le loup, puisqu'elle empoisonne le loup elle-même, et elle lui dit à la fin, évidemment j'ai pas pris la fin, et elle lui dit naïf à la fin. Et là le loup devient rouge, c'est lui qui se fait avoir et qui se fait empoisonner. Donc c'est une revanche aussi de ces petites filles qui, pour moi, restent des petites filles encore et ne vont pas écraser leurs congénères, mais vont montrer un peu modèle, mais contre le mauvais du mauvais, hein, sans aller jusqu'au... Et puis enfin, pour terminer, dernier exemple de la revanche, qui me permet de passer à la dernière catégorie, avec Émilie Pastèque de Emmanuel Oudard parce que normalement je la mets, oui, dans la dernière catégorie. Je
eh bien, et Ludovic Flamand, je voulais vous montrer une revanche, mais contre un monstre qui est soi-même, en fait. C'est pour ça que je pense que ça rentre dans la dernière catégorie que j'ai appelée par-delà le bien et le mal, par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire des albums qui vont nous mettre ces petites filles au-delà de cette séparation bien et mal, au-delà de l'ambivalence, bien qu'elles aient l'air ambivalentes au début, au-delà de l'éveil, de l'apprentissage, bien qu'il y ait de l'apprentissage au début. Et j'ai trouvé 3 exemples, un italien et un français, avec Emmanuel Oudard, 2 albums, il y en a beaucoup d'autres d'Emmanuel Oudard. Donc Émilie Pastèque, que vous connaissez, je ne sais plus du tout où je l'ai noté, mais ce n'est pas grave. Émilie Pastèque, mais à la porte ses parents ne peuvent plus rentrer dans sa chambre tellement c'est le bazar, il se passe quelque chose de monstrueux dans sa chambre, on ne sait pas quoi, donc ils sont très inquiets les parents, les grands-parents, etc., qui ne peuvent pas rentrer, et effectivement c'est un bazar monstrueux dans sa chambre, je n'ai scanné que 2-3 images, hein. Et finalement dans cette chambre il se passe qu'il y a un monstre terrible, très méchant, elle va rentrer dans le ventre du monstre et elle va y trouver, parce que ce monstre a mal au ventre d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne peut pas la manger et qu'il est très méchant. Mais il reste très méchant, vous allez voir, et en fait elle va trouver dans son ventre une dent coincée, c'est ça qui lui fait mal, elle va récupérer la dent et elle va se l'approprier, hein, cette dent. Donc elle va devenir pire que le monstre, et donc mener un combat contre le monstre, le gagner, hein, donc on pourrait croire que c'est une revanche contre le monstre, comme dans la deuxième catégorie, ben non, parce que c'était un monstre en soi, puisqu'elle est à nouveau calme, elle va faire un peu de rangement dans sa chambre, elle va y accepter ses parents, et on va découvrir à la fin, je ne sais pas si j'ose vous le dire, parce que vous l'avez tous lu de toute façon, on va, nous, lecteurs, découvrir que finalement la maman, elle était enceinte. Hein. Donc il y avait quelque chose dans la psyché de l'enfant qui travaillait et qui finalement a été résolu pour un combat contre soi-même, qui pour le lecteur adulte d'ailleurs est peut-être un petit peu difficile à accepter, ces genres d'images assez violentes, mais qui a une vraie victoire contre soi-même et qui est par-delà, elle est ni mauvaise ni bonne, et pourtant il y a une telle violence que l'on peut retrouver dans Les Heureux Parents, toujours d'Emmanuel Oudard. Alors vous allez voir là apparemment une catégorie très normée, très codifiée. Quand la petite fille... Alors Les Heureux Parents, c'est l'histoire, si vous voulez, pour aller très très vite. C'est des parents qui sont complètement débordés. Hein. Ils élèvent leurs enfants qui grandissent, mais alors les enfants ils sont terribles. Les pauvres parents, c'est presque les heureux parents dans un sens ironique. Hein. Donc ici, c'est quand la petite fille prenait la place de sa mère auprès du prince distrait. Et ici, quand le petit garçon construisait tout un arsenal pour éliminer son père rival, pardon. Ça sent vraiment le Oedipe. Hein. Alors on se dit, oh là là, mais quelle catégorie bien tranchée, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand même, on a, quand le prince devait construire des châteaux de sable toujours plus grands, toujours plus beaux, et là on a les 2 enfants. Et on a toujours avec ces images assez violentes, bestiales, hein, puisque vous voyez ces pattes de fauteuil sur lesquelles la mère est assise, on dirait des pattes de monstre, et on voit presque plus ses petits pieds à elle, donc ça devient monstrueux, hein, cette maman qui est comme un gigantesque animal, et aussi une grande fleur qui ferme ses pétales sur ses 2 enfants qui lui grimpent après, avec ses cheveux qu'on retrouve un peu partout. Quand la princesse devait donner, comme chez Dalila, quand la princesse devait donner des câlins toujours plus longs, toujours plus doux, donc même si là on a une sorte de dichotomie, le père ne fait pas la même chose que la mère, la petite fille ne fait pas la même chose que le garçon, tout de même, on a les 2 parents qui sont eux chacun débordés, et à la fin, c'est les 2 enfants qui s'en vont, et ils en font voir finalement, ils sont très exigeants chacun, et ça dépasse, moi il me semble, même si on sent un peu les catégories ici dans cet album, ça dépasse cette catégorie de bien et mauvais, pourtant dire oh là là, ces enfants ils sont vraiment terribles, ils sont vraiment mauvais, cette petite fille elle déborde, mais le garçon aussi, on est par-delà pour moi, le bien et le mal, puisqu'il y a une sorte de réconciliation entre enfants et parents, mais non pas pour les faire entrer dans les normes. C'est une acceptation que les enfants en sortent. C'est le contraire, en fait, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du côté italien, évidemment, c'est ce que j'adore trop, c'est Anna Maria Cantone. Là, c'est la mariée très très belle et très très drôle, qui n'est pas traduite de la même façon en français. Et cette mariée, ça c'est la couverture, hein, Béatrice Massini et Anna Laura Cantone pour les illustrations. Et cette mariée, en fait, elle est par-delà le bien et le mal. Vous retrouvez ce côté complètement
délirant, complètement fou, et puis ses grands cheveux. Parce que quand on tourne l'album, on a la suite de ses cheveux, et ses cheveux ébouriffés avec, bon, ça c'est la touche de l'illustration d'Anna Laura Cantone avec ses petits gribouillis partout qui les rendent tout échevelés et qui donnent tellement de vie. Cette mariée qui adore la robe de mariée, qui puis finalement, où est-elle quand elle court après son prince? Voilà. Alors ça c'est tout au début. Par contre, on a toujours ces grands cheveux, mais échevelés, et ce grand corps très, très drôle en forme de banane là, de cette mariée, très dynamique, qui à la fin, finalement, elle court, elle déleste tous ces atours de l'image là aussi de la princesse, de la femme, la mariée qui doit se mettre plein de voiles pour être belle, etc. Et elle les délaisse dans ce jeu de piste pour le jeu de courir après c'est plus son prince, c'est juste quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais qui était son promis, qui s'est complètement effrayé de la voir comme ça. Et bref, on a ce jeu à la fin, et c'est absolument drôle, et on est par-delà. Donc, en conclusion, par-delà le bien et le mal, puisque on sort des normes et à la fois on est très hors normes, et à la fois c'est dans la plus grande réconciliation, c'est-à-dire aussi avec une grande plasticité, parce qu'une dernière catégorie qu'il faudrait mettre avec, de ce par-delà le bien et le mal, qu'on trouve chez Emmanuelle Oudard en tant qu'illustratrice et auteur aussi, et qu'on trouve chez Anna Laura Cantone, c'est la plasticité qui est au-delà, c'est-à-dire le jeu des formes, des couleurs, la liberté surtout de ces touches, ces inventions, pourtant dans des styles tellement différents l'une de l'autre, ces inventions de personnages qui nous donnent un univers à part entière et qui sortent de ces catégories. Alors qu'au début on est parti, vous vous souvenez, sur deux catégories tellement différentes, les vilaines qui étaient très laides et les belles gentilles qui étaient très belles. Et par-delà l'ambivalence aussi. En conclusion, il faudrait dire que, enfin, ce serait trop difficile de conclure, mais il faudrait dire qu'on a ici des héritages croisés aujourd'hui dans nos albums, d'apprentissage, de relents féministes et de plasticité aussi, que ces ambivalences, on les ressent, mais peut-être plus fortement dans des albums qui s'adressent à un lectorat plus âgé, c'est-à-dire au-delà de 6-7 ans, à mon sens, c'est-à-dire qui s'oriente déjà vers une réflexion en termes de genre, qui est plus difficile en deçà de 6-7 ans, bien que dans les albums qui sont par-delà le bien et le mal et axés sur cette plasticité, on peut élargir le lectorat à des petits lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs plus tôt que 6-7 ans, c'est-à-dire revenir à cette classification que j'avais proposée, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à 6-7 ans. Il me semble que grâce à la plasticité des albums, même si l'enfant ne saisit pas toutes les subtilités quelquefois des albums, eh bien, on peut toucher un lectorat plus jeune. Et inversement, dans des albums pour vraiment petits, comme on l'a vu tout à l'heure avec Da Grande, on peut toucher un lectorat plus âgé parce qu'il y a tellement finesse dans ces albums que même plus grand, peut-être pas ado, parce qu'ado, il ne faut pas exagérer, on ne lit pas des choses comme ça, mais plus grand, on y revient avec bonheur et on découvre des choses auxquelles peut-être on n'avait pas pensé. Voilà, je vous remercie.